Bonjour et bienvenue à tous. À toute question, il existe une bonne réponse. Et si vous ne trouvez pas la bonne réponse, c'est que vous ne vous êtes pas encore posé la bonne question. Alors laissez-moi vous présenter les 10 réponses à vos questions de tous les jours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'où vient le nom des jours de la semaine ? Depuis plusieurs siècles, les anciens remarquèrent 7 astres errants. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne parmi les étoiles. Chacun d'eux était assimilé à des divinités que l'on vénérait à tour de rôle. Ces 7 noms seront associés dans beaucoup de langues européennes au jour de la semaine. Chaque jour comporte la syllabe di, qui vient du latin dies, signifiant jour. De cette façon, lundi ou lunea dies veut dire le jour de la lune, mardi ou martis dies, qui veut dire le jour de Mars, le dieu de la guerre, mercredi ou mercuri dies, qui veut dire le jour de Mercure, le messager des dieux, jeudi ou jovis dies, qui veut dire le jour de Jupiter, le dieu des dieux, vendredi ou veneris dies, qui veut dire le jour de Vénus, la déesse de l'amour, samedi ou sabbati dies, qui veut dire le jour de sabbat. Ce jour déroge à la règle des astres et divinités pour marquer l'origine hébraïque de la semaine. Les anglo-saxons disent Saturday, pour jour de Saturne. Ainsi, si la tradition avait été conservée en français, nous parlerions alors de Saturday, au lieu de samedi. Et enfin, dimanche, ou dies dominica, qui veut dire le jour du Seigneur. Ce sont les chrétiens qui ont donné cette appellation au jour qui était avant celui du soleil. Les Anglais et les Allemands ont eux décidé de garder le jour du soleil, Sunday et Sonntag. Que se passerait-il si on sautait tous en même temps ? Il est difficile de répondre précisément à cette question, mais une chose est certaine, ce serait un désastre pour l'humanité. Sans doute, c'est absolument irréalisable. En effet, pour obtenir un réel impact, il serait nécessaire de réunir au même endroit les quelques 7 milliards d'humains qui peuplent la planète. Ce qui est bien sûr compliqué. Mais supposons qu'on ait pu réaliser un bond collectif en réunissant ces 7 milliards d'êtres humains en un seul et même lieu. Quelles seraient les conséquences ? Selon 2 physiciens de l'Ohio State University et des laboratoires Sandia, un tel bond collectif provoquerait un bruit titanesque de 200 décibels. Ce bruit est supérieur à celui généré par un avion au décollage et à un tremblement de terre de 4 à 8 sur l'échelle de Richter. Que se passerait-il si une fourmi tombait du haut d'un immeuble ? Imaginez une fourmi sur la table de la cuisine. Elle trotte à la recherche d'une miette ou d'un grain de riz. Mais d'une chiquenaude, vous l'expédiez dans le vide. C'est la chute. L'insecte s'écrase contre le carrelage pour reprendre aussitôt sa course. Trot, trot, trot. Comme si de rien n'était. La fourmi ne dépasse guère 1 centimètre. Elle vient d'endurer un vol plané depuis une table située à 1 mètre du sol, 100 fois sa hauteur. C'est comme si on vous lâchait du haut d'un gratte-ciel et qu'une fois en bas, vous couriez à la boulangerie. Mais comment est-ce possible ? Notre fourmi ne tombe pas dans le vide, mais dans l'air. Et la vitesse d'un corps en chute libre dépend de sa masse, mais aussi du frottement de l'air. Et l'aérodynamique nous apprend que la résistance de l'air est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc, une fourmi peut tomber de n'importe quelle hauteur sans se tuer, ni même se faire mal. En effet, son faible poids fait qu'elle atteint rapidement une vitesse maximale dès quelques centimètres de chute et son exosquelette est suffisamment résistant pour la protéger du choc. Les aveugles de naissance rêvent-ils en images ? Les personnes aveugles de naissance ne rêvent pas comme les voyants. En effet, pour voir des images dans nos rêves, il faut obligatoirement que notre cerveau en ait enregistré au préalable. Or, un aveugle de naissance ne possède aucune image archivée en son cerveau, alors il ne peut tout simplement pas rêver en images. Celui qui perd la vue dans le cours de sa vie a pour sa part des souvenirs imagés enregistrés en lui. Ces images mentales s'estomperont graduellement toutefois avec le temps. Leurs rêves seront alors constitués exclusivement de données amassées par leurs 4 sens restants, soit l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Il peut être difficile pour nous, voyants, de s'imaginer rêver avec seulement ces 4 sens. Cependant, il faut comprendre que pour un aveugle qui a habituellement amplifié l'acuité de ses sens restants, ses rêves sont tout aussi significatifs que le sont les nôtres. Pourquoi les lettres sur le clavier ne sont-elles pas dans l'ordre alphabétique ? Classer les touches d'un clavier par ordre alphabétique paraît tellement logique qu'on se demande pourquoi ce n'est pas le cas. Certains pensent que l'ordre des touches dans le clavier a été choisi afin de faciliter l'accès des lettres les plus sollicitées. Ce n'est pas tout à fait ça. La raison est historique.
Les fabricants de claviers d'ordinateur, pour que la chose soit plus facilement acceptée des professionnels, n'ont pas voulu bouleverser les habitudes acquises par les secrétaires et ont simplement repris la disposition des machines à écrire. Mais alors, pourquoi les touches des machines à écrire ne sont-elles pas disposées par ordre alphabétique ? À l'origine, elles l'étaient. Mais les fabricants ont décidé de changer l'ordre après avoir constaté que sur une disposition alphabétique, les secrétaires étaient limités dans leur frappe par la mécanique de la machine. Au-delà d'une certaine vitesse, les leviers d'impression qui viennent imprimer le papier sur frappe de la touche correspondante finissaient par s'en mêler. Une analyse des associations de lettres permit la mise en place d'un clavier qui ne s'enraye plus. Pourquoi un code PIN ne contient que 4 chiffres ? En 1996, l'Écossais James Goodfellow a inventé et développé un code PIN comprenant 6 chiffres afin de protéger l'accès au compte bancaire des particuliers. Mais par la suite, James a dû réduire ce code à 4 chiffres afin de satisfaire sa femme qui se plaignait en disant que ce code était très long et qu'elle ne réussissait pas à le retenir. Pourquoi les boîtes noires sont oranges ? Les boîtes noires sont en fait oranges, voire rouges, pour être mieux repérées et retrouvées sur un lieu d'accident. En effet, lorsque l'avion est détruit, il sera difficile de retrouver une boîte noire dans un tas de débris calcinés. Par contre, les couleurs vives comme l'orange et le rouge attirent l'attention et donc la boîte sera retrouvée plus facilement. Pourquoi la colle ne colle-t-elle pas dans le tube ? Pour les colles dites normales, la matière collante est diluée dans un liquide appelé solvant. Il s'agit le plus souvent d'eau ou d'alcool. Pour coller, ce solvant doit disparaître par évaporation au contact de l'air. Donc, tant que la colle reste dans le tube, elle ne colle pas puisqu'il n'y a pas d'air disponible. Elle y reste donc liquide jusqu'à sa sortie. En revanche, tout est différent pour les colles type superglue. Elles sont à base de cyanoacrylate. Elles ne sont pas diluées dans de l'eau ou de l'alcool. Elles n'ont donc pas besoin d'air pour coller. Au contraire, l'oxygène va ralentir et diminuer la polymérisation. C'est pourquoi les tubes de glu ne sont jamais pleins. Il y a toujours un peu d'air dedans et c'est fait exprès. Ce qui va les faire coller, c'est l'eau. Ces tubes sont donc hermétiques non pas pour éviter le contact avec l'air, mais avec l'humidité ambiante. Donc tant qu'elle est dans le tube, la glu est liquide et sans eau. Elle ne peut pas coller. Mais une fois en dehors du tube, la polymérisation va se faire grâce au contact avec des ions hydroxyde. Donc dès qu'il y a de l'humidité, ça colle. Voilà pourquoi la glu colle si bien sur la peau. Elle est toujours humide. À noter que dans la nature, il existe une bactérie de nom de Colobacter crescentus qui se fixe sur les objets solides, comme une glu naturelle. Et son pouvoir adhésif est même bien plus grand, 3 fois plus grand. Le défi consiste en revanche à produire de grandes quantités de cette colle, sans que celle-ci se fixe à tout ce qui sera utilisé pour la produire. Et pour l'instant, personne n'y est parvenu. Pourquoi les heures sont-elles découpées en 60 minutes ? Pour comprendre pourquoi une heure dure 60 minutes et pourquoi une minute dure 60 secondes, il faut remonter à l'Antiquité. En effet, il y a quelques 3000 ans avant Jésus-Christ, nos ancêtres babyloniens ont choisi de découper l'année en 12 mois de 30 jours. Pour cela, ils se sont basés sur les cycles lunaires et la période de révolution de la Terre autour du Soleil, ainsi que sur leur façon de compter sur les phalanges des doigts avec leurs pouces. C'est donc tout naturellement qu'ils ont également trouvé 360 divisions, soit 360 degrés, ça veut dire un cercle. Pourquoi 60 ? Car l'on conserve le mode de calcul en base 12. Le temps ayant d'abord été mesuré grâce à des angles, il est beaucoup plus facile de diviser un cercle de 360 degrés par 2, 3, 4, 6, 12, diviseur de 12, que par 2 et 5, diviseur unique de 10. Dans la base 12, 60 est donc un chiffre rond, au même titre que 100 le serait dans notre base 10 et permettrait de faciliter le calcul de l'heure. Depuis, ce mode de calcul n'a pas changé. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire plusieurs manipulations pour pouvoir soustraire, additionner des heures avec notre système décimal. Le problème ne vient pas du fait qu'une heure fait 60 minutes, mais de l'apparition de la base 10, qui a arbitrairement été choisie, sûrement car nous avons 10 doigts. D'où vient la langue des signes ? L'abbé Charles-Michel de Lespée fut en 1760 le premier entendant connu à s'intéresser au mode de communication des sourds-muets. En observant un couple de jumelles sourdes qui communiquaient entre elles par gestes, il découvre l'existence d'une langue des signes. Il décide alors de regrouper les enfants sourds pour les instruire. Il apprend lui-même la langue des signes grâce à ses élèves et démontre les progrès obtenus jusque devant la cour de France. C'est ainsi qu'il peut ouvrir une véritable école pour sourds qui deviendra l'Institut national des jeunes sourds. Aujourd'hui, Institut Saint-Jacques à Paris. À la mort de l'abbé de Lespée en 1789, l'abbé Sicard lui succède et tente d'imposer un langage gestuel conventionné et agrémenté d'une grammaire de signes méthodique qui sera abandonnée par la suite.
il n'y a pas de langue des signes universelle. Elle est cependant en formation par les associations de langue des signes mondiales. Mais entre les différentes langues signées, la grammaire présente des similarités qui les distinguent des langues parlées, mais le vocabulaire diffère grandement. C'était les 10 réponses à vos questions de tous les jours. Je suis sûr que l'une de ces questions a au moins une fois traversé vos esprits. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On cherchera la réponse pour vous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!